Un PER de 84. En finance, quand on croise un price-earning ratio à ce niveau-là, on pense immédiatement à une start-up de la Silicon Valley, tu vois. Ouais, le genre de boîte qui vient de révolutionner l'intelligence artificielle. Exactement. On s'imagine des croissances exponentielles, une tech de rupture, enfin, une entreprise qui va changer la face du monde, quoi. Mais dans notre exploration en profondeur aujourd'hui, ce chiffre hallucinant, il appartient absolument pas au secteur de la tech. Il appartient au secteur des maisons de retraite médicalisées européennes. Et c'est un grand écart mental monumental. Parce que on parle d'un secteur ancré dans l'économie ultraphysique. Des bâtiments en briques, des lits médicalisés, du personnel soignant. De l'hôtellerie lourde, en fait. C'est ça. C'est l'antithèse absolue du logiciel qui se déploie à l'échelle mondiale en un clic, tu vois. Et surtout, c'est un secteur qui a passé les dernières années dans l'œil d'un cyclone médiatique et financier d'une violence inouïe. Et c'est précisément pour ça qu'on se plonge dans ces chiffres aujourd'hui. Notre analyse repose sur des sources très spécifiques, hein. On a les publications financières trimestrielles de ce début d'année 2026, des données boursières, et les recommandations des analystes sur les deux géants européens, Clariane et Emeis. Les deux mastodontes du secteur, ouais. Voilà. Et la mission de notre analyse approfondie, c'est de décrypter comment ces groupes sont passés de la tourmente absolue à un retour de la confiance des investisseurs. Est-ce que les fondamentaux justifient ce renouveau ou est-ce qu'on est juste face à une anomalie phasée? Bon, décortiquons tout ça. Alors, pour bien comprendre, avant même de regarder les bilans de ce premier trimestre 2026, il faut impérativement se rappeler d'où ils viennent. On passe d'un secteur sinistré à un environnement financier qui se stabilise. Oui, les fameuses années noires documentées dans nos sources. Tout à fait, c'était la combinaison des pires chocs possibles. D'abord, le choc de confiance. Des scandales retentissants sur la qualité des soins qui ont littéralement détruit l'image publique du secteur. Ce qui a entraîné une pression réglementaire énorme derrière. Exact. Les États ont drastiquement durci les contrôles, et par-dessus ça, le choc macroéconomique. L'inflation a fait exploser tous les coûts incompressibles. L'énergie, l'alimentation, les salaires du personnel soignant. En fait, c'est comme si le secteur était un grand navire qui sortait à peine d'une violente tempête, avec les scandales, la crise financière, et qui, miraculeusement, finit par attraper des vents hyper favorables et réguliers. Et ces vents, c'est le vieillissement inéluctable de la population européenne. Ouais. Et ce qui est fascinant ici, c'est que les restructurations douloureuses engagées ces dernières années commencent précisément à porter leurs fruits au moment exact où la demande démographique explose. Le vieillissement, c'est pas un cycle économique qui fluctue, tu vois. Non, c'est une vague physique. C'est une vague qui avance, ouais. La demande est tellement forte qu'elle force l'industrie à se remettre en marche. Du coup, sachant que le secteur a vraiment le vent en poupe, regardons comment le premier grand acteur, Clariane, a su stabiliser son navire. Parce que nos sources montrent qu'il joue vraiment la carte de la stabilité et de la reconquête méthodique. Complètement. Leur revenu du premier trimestre s'élève à 1,3 milliard d'euros, avec une croissance globale de plus 1,3%. C'est modeste. C'est modeste, ouais. Mais la donnée clé que les analystes regardent, c'est la croissance organique, qui est à plus 4,9%. Alors faisons juste une petite pause sur ce terme de croissance organique pour ceux qui s'intéressent à l'économie réelle. Si une entreprise achète 3 concurrents dans l'année, son chiffre d'affaires explose, mais elle gère pas forcément mieux ses affaires, elle a juste acheté du volume. Exactement. C'est de la croissance externe. Voilà. Alors que la croissance organique, c'est la capacité à générer plus d'activités uniquement avec le périmètre existant. Donc faire plus 4,9% en organique, ça veut dire que l'outil de travail de base recommence à tourner très très fort. Et pas seulement dans les maisons de retraite classiques. Les rapports soulignent un essor massif des services à domicile et une montée en puissance dans des pays comme l'Espagne et l'Italie. D'accord, l'activité reprend, mais quid des finances SAC? Parce que le boulet du secteur, c'est la dette. Et c'est là que Clariane rassure. Ils affichent une dette nette sur fonds propres contenue à 78%. Attends, 78%. Ouais, dans l'immobilier de santé, rester sous les 100% après la crise qu'ils ont traversée, c'est la preuve d'une gestion extrêmement rigoureuse. Ils ont réussi leur refinancement, et le symbole de ça, c'est leur récente émission obligataire de 500 millions d'euros. Qui a été largement sursouscrite, si je me souviens bien des documents. Absolument. Les investisseurs en voulaient beaucoup plus. C'est le signe clair que les marchés refont confiance à Clariane. Ouais, mais et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un truc qui cloche un peu. On a un cours de l'action autour de 4,22 €, avec un objectif des analystes à 6 € et un bénéfice net par action estimé à 10,70 €.
Mais ce PER, ce fameux PER estimé pour 2026, qui est de 84,40, Ouais, c'est stratosphérique. c'est absurde. Je veux dire, payer 94 fois le bénéfice pour une entreprise dont les marges sont sous une pression constante, est-ce que ça traduit pas des attentes complètement démesurées de la part des marchés par rapport à la rentabilité immédiate? C'est la bonne question. Mais en fait, les investisseurs n'achètent pas le bénéfice d'aujourd'hui. Les marges actuelles, elles sont encore plombées par les coûts de restructuration. Ce qu'ils achètent avec ce PER de 84, c'est la régularité structurelle à venir. La rente démographique. Exactement. Ils parient sur un flux inépuisable de résidents pour les 30 prochaines années. C'est l'achat d'une certitude presque mathématique à long terme. Bon, ça c'est pour la méthode douce, le désendettement prudent de Clariane. Mais si on passe à Emis, c'est une toute autre histoire. Ils ont choisi une trajectoire financière beaucoup plus agressive. C'est le rebond spectaculaire, mais sous haute tension. Ah oui, le contraste est frappant. Emis affiche un dynamisme impressionnant. On parle d'un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros sur le trimestre. Avec une croissance de plus 4,4%, ouais. Et en bourse, c'est l'euphorie. Une performance de plus 35,90% sur 52 semaines avec un cours à 15,18 € et un objectif à 18. D'accord, le moteur tourne à fond. Mais parlons de la dette, parce que j'ai vu le chiffre, et c'est lunaire. Une dette nette sur fonds propres de 263%. Contre 78% pour Clariane, je rappelle. C'est ça, hein. C'est comme si MS était une voiture de course super puissante, tu vois, qui accélère super fort, mais qui traîne derrière elle une énorme remorque remplie de plomb. La remorque, c'est la dette. Avec les taux d'intérêt actuels, est-ce que c'est seulement viable face à un environnement réglementaire aussi exigeant? C'est le risque majeur. Si on relie cela à la vue d'ensemble, cette montagne de dettes les rend extrêmement dépendants au taux d'intérêt. Mais pourquoi les marchés valident ça? Parce qu'MS profite d'une base de comparaison hyper favorable. C'est-à-dire? Génère aujourd'hui des sauts de croissance énormes. La machine à générer du revenu tourne à plein régime pour compenser la dette. Oui, il faut faire rentrer du cash et vite. Et ça nous amène directement au moteur de cette croissance. Parce que ce soit la prudence de Clariane ou l'agressivité d'Emez, tout ça repose sur l'économie réelle. Au final, les lits doivent se remplir. C'est le pouls de l'économie réelle, oui. Les taux d'occupation, c'est l'indicateur central. Dans nos sources, on voit que le taux d'occupation des EHPAD de Clariane est monté à 88,5% au premier trimestre. Et MS dépasse même les 89% sur certains segments. On flirte avec les 90%. Et financièrement, la différence entre 80% et 90% d'occupation, elle est colossale. C'est le principe des coûts fixes. Prenons l'exemple d'un vol long courrier. Ah, la fameuse analogie de l'avion. Ben oui, elle marche super bien, hein. Que l'avion décolle à moitié vide ou rempli, la compagnie paye le même kérogène, les mêmes pilotes. Les premiers 80% des billets vendus servent juste à éponger les frais fixes. Mais une fois ce seuil dépassé, Chaque passager supplémentaire, c'est du bénéfice pur. voilà, dans ces cliniques, c'est pareil. Le bâtiment, le chauffage, les infirmières, tout est déjà payé. Donc gagner ces quelques points d'occupation, ça fait exploser la rentabilité. Tout à fait. Et géographiquement, cette reprise de l'occupation est très ciblée. Les analystes notent un fort dynamisme en Europe du Sud et en Europe centrale. Là où les infrastructures sont peut-être moins denses historiquement. C'est une des raisons, oui. Et ce n'est pas que sur les maisons de retraite classiques. Il y a des performances vraiment notables sur les activités cliniques et de réadaptation. Les soins de suite. Exact. Là, la rotation des patients est plus rapide et la technicité médicale permet de facturer plus cher. Mais, et cela soulève une question importante, comment maintenir ce rythme sans casser la machine? Sans sacrifier la qualité, tu veux dire? Oui, le marché reste ultra sensible et strictement réglementé. La rentabilité future de ces entreprises dépend entièrement de leur capacité à garder ces taux d'occupation de 90% sans jamais sacrifier la conformité et les soins. S'il y a un nouveau scandale à cause d'un manque de personnel, l'occupation s'effondre et avec ces niveaux de dette, c'est la faillite. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Derrière ces pourcentages et ces restructurations financières, on a une demande humaine qui, par définition, ne peut pas être mise en pause. On ne peut pas dire à la démographie d'attendre que les taux d'intérêt baissent. Et c'est pour ça que les analystes recommandent un achat sur les deux titres. Mais attention, un achat catégorisé comme spéculatif. Spéculatif, oui. C'est réservé au profil d'investisseurs qui acceptent une grosse part de risque, justement à cause de cet endettement colossal et de la sensibilité au taux d'intérêt. C'est ça qui rend l'observation de ce secteur si fascinante. C'est un cas d'école parfait.
On a la macroéconomie pure, le vieillissement de la population, qui entre en collusion frontale avec l'ingénierie financière de la restructuration de la dette. C'est clair, ça pousse vraiment à se poser des questions plus larges. D'ailleurs, pour conclure cette exploration, il y a une pensée qui me vient en lisant ces notes d'analystes. Je t'écoute. On sait que le vieillissement démographique est une certitude absolue à long terme. C'est peut-être même la seule vraie certitude économique du XXIe siècle, on est d'accord, hein? Difficile de dire le contraire. Donc, sachant que ces millions de lits sont indispensables à la société, est-ce qu'on doit encore considérer la dette de ces infrastructures comme un risque classique évalué par les marchés? Ou bien, et c'est là ma question, est-ce qu'on est face à des actifs tellement essentiels à la survie même de la société européenne qu'ils redéfinissent la notion de too big to fail? Trop gros pour faire faillite. Exactement. Si une de ces boîtes s'effondre sous sa dette, les États devront de toute façon sauver les lits et les patients. Est-ce que, secrètement, les investisseurs ne parient pas aussi sur ce filet de sécurité étatique? C'est une réflexion qui donne un tout autre éclairage sur ces 263% de dette. C'est une excellente question pour clore cette analyse, ouais. Ça change complètement la perspective. Eh bien, ça laissera de quoi cogiter aux passionnés d'économie qui s'intéressent aux liens invisibles entre la finance et notre société.